Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Merci beaucoup d'être présents pour ce 4e et dernier épisode consacré à Madeleine Vionnet. Le podcast a été enregistré il y a déjà quelques semaines, mais à chaque fois, je fais quand même une présentation et un résumé des épisodes précédents. Et donc, si vous entendez un petit bruit derrière moi, c'est le bruit d'un ventilateur. Je crois que je ne suis pas la seule. Nous sommes en train de fondre actuellement. Donc, courage à tout le monde si vous écoutez ce podcast dans des conditions extrêmes comme sous les toits. Pensez à aller en bibliothèque. Il y a des fois des occasions, parce que je sais qu'elles ont fermé, elles se sont adaptées, mais certaines sont encore ouvertes et vous avez la climatisation et la possibilité de lire des magazines et des livres gratuitement. Et c'est toujours ça de gagner, parce que j'entends toujours des gens dire aller dans les magasins, mais quand on n'a pas d'argent ou pas envie de consommer, je trouve que aller dans un lieu culturel, donc comme une bibliothèque, c'est quand même mieux et plus accessible à tout le monde. Et puis pensez aussi, si vous le voulez, vous pouvez aller des fois dans certaines églises qui sont ouvertes en journée et qui sont très fraîches du moment que vous ne dérangez personne. Et si vous êtes croyant, en plus c'est l'occasion d'aller à l'église. Enfin voilà, c'était une parenthèse très personnelle. On ne se voit pas parce que vous me voyez pas en train de suer, mais voilà, je pense bien à vous et je pense qu'on va tous s'en sortir. À titre personnel, moi j'avais vécu la canicule de 2003 et je pensais pas la revivre maintenant en 2026. Allez, on arrête de parler de choses qui sont un petit peu pénibles et nous allons parler donc de Madeleine Vionnet. Et donc, on va faire un petit résumé de son parcours, donc des épisodes 1, 2 et 3. Je vous invite à les écouter si vous arrivez sur ce podcast en ce moment. Donc, en fait, qu'est-il arrivé à Madeleine après donc avoir appris pas mal de choses en Angleterre, être venue en France, avoir ouvert sa première maison de couture. Elle a ensuite fermé à l'approche de la Première Guerre mondiale. Elle a rouvert après la Première Guerre mondiale et elle a eu donc très rapidement un grand succès et elle a notamment eu une expansion à l'international et ces vêtements ont été adoptés par des gens à la fois ouverts d'esprit qui s'intéressaient à l'art, mais également par des stars américaines, et elle a donc une certaine reconnaissance. Nous allons voir dans cet épisode un aspect plus intime et plus émotionnel de Madeleine, ainsi que la manière qu'elle avait de travailler avec certaines personnes et notamment avec une personne très intéressante qui est un artiste qui s'appelle Tayat, et je trouve que c'est un artiste qu'on ne connaît pas beaucoup, qui pour Madeleine Vionnet a été directeur artistique et qui a créé pas mal de visuels, hein, on va en parler dans ce podcast, et vous allez voir, c'est vraiment une collaboration très riche et intéressante. On a parlé de ses liens avec l'art, hein, donc avec l'art moderne et l'art nouveau, l'art déco, enfin vraiment on a fait pas mal de panorama là-dessus. Et maintenant nous allons donc, comme je vous ai dit, parler de sa vie personnelle, de sa vie amoureuse et amicale, et également de la suite de sa carrière. Voilà, c'était une longue introduction, donc nous allons parler, comme je vous ai dit, de la suite de sa carrière et puis aussi des caractéristiques, hein, du style Vionnet. On va faire des choses un peu synthétiques pour ceux qui découvriraient le podcast et qui ne veulent voir que l'épisode numéro 4. Et donc suite à ce podcast, je vais créer une série d'exercices de compréhension pour les abonnés du site internet frenchdiscoveries.fr. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le voir, hein, parce que nous sommes une chaîne YouTube, mais aussi un site internet d'information et de partage de culture. Voilà, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un pouce bleu. Désolée, introduction un peu brouillonne, mais j'ai un peu chaud. Voilà, je vous souhaite à tous encore une fois bon courage. Je vous dis à bientôt. Et maintenant, on est parti pour le 4e et dernier épisode consacré à Madeleine Vionnet. Alors, comme on dit, on peut pas être heureux dans tous les domaines de sa vie. Donc Madeleine Vionnet, elle est heureuse en affaires, elle est connectée à l'art, elle fait de merveilleuses choses, mais en amour, elle est, on peut pas dire complètement malheureuse, mais en tout cas, c'est pas génial, même si je pense qu'elle a quand même vécu la passion. Donc, chacun appréciera.
En tout cas, elle a eu un parcours tout aussi original que ses créations. Alors au début, lorsqu'elle était jeune, à 18 ans, elle s'est mariée et elle a eu un enfant très tôt. Malheureusement, comme je vous ai dit, cet enfant est décédé. Elle a donc divorcé. Son couple n'a pas résisté au deuil. Son mari l'a quand même laissé partir et a accepté le divorce, mais je pense que s'il n'avait pas été d'accord, ça aurait été la même chose. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, quand elle a rouvert son atelier, elle a connu une trajectoire ascendante avec un grand succès où elle avait une grande créativité. Donc ça se conjuguait pour son plus grand plaisir. Mais néanmoins, on peut dire que sa vie amoureuse, elle a été moins glorieuse, même si elle a commencé, donc comme je vous ai dit, de manière classique avec ce premier mariage. En fait, au début des années 20, alors qu'elle est en plein succès, elle va rencontrer un jeune Russe blanc désargenté. Alors c'était quoi les Russes blancs? C'était les Russes qui avaient fui la révolution bolchevique, qui généralement étaient des anciens militaires, excusez-moi, des anciens militaires où c'est pas, comment dire, n'ai pas d'hésitation parce que c'est un ancien militaire, c'est que je suis un peu enrhumée. Donc, en fait, c'était un jeune militaire qui était désargenté, un jeune noble qui était étudiant, bien qu'il avait déjà quand même 28 ans, et il était réfugié en France. Alors, il s'appelait, excusez-moi pour la prononciation, Dimitri Nechvolodov, et il avait 19 ans de moins qu'elle. C'est un homme qui est né en 1895 et c'était un redoutable coureur de jupons. Il était beau, il le savait, et quand il se marie avec Madeleine, il a 28 ans. Et il est déclaré comme étudiant à cet âge, qui est quand même assez tardif, puisqu'à 28 ans, il aurait pu être dans la vie active, mais on va dire qu'il a vécu des choses compliquées. Mais quand il épouse Madeleine, Madeleine va sur ses 50 ans, elle a 47 ans, c'est une femme d'affaires accomplie. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a des femmes de 50 ans vraiment qui font très jeunes. À l'époque, je ne dis pas que Madeleine Vionnet faisait âgée, mais elle faisait quand même bien son âge et lui, il faisait bien le sien aussi. On voyait vraiment cette différence physique, même si elle était encore très jolie. Et malgré tout, ils avaient une passion qui était entre eux très forte. Alors c'est pas la seule personne à l'époque qui a un compagnon plus jeune. Maintenant, on s'offusque beaucoup. Mais par exemple, le mari d'Agatha Christie, le deuxième mari d'Agatha Christie, qui était donc un archéologue, était aussi quelqu'un qui avait 16 ou 18 ans, je me rappelle plus, de plus jeune. Alors maintenant, on va s'offusquer d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Il faut savoir que autrefois, ça arrivait que effectivement l'épouse était plus âgée. Alors il n'y avait pas forcément après une fin très heureuse à ces relations. Je pense aussi, il y avait récemment, on a eu Demi Moore et Aston Kutcher aussi qui étaient en couple, mais ça s'est pas forcément bien fini. Et pour Madeleine, en fait, la passion, elle va être au rendez-vous avec Dimitri. Ils vont quand même rester mariés 20 ans, malgré les disputes, malgré la passion. Et en fait, elle va même s'intéresser en fait à la culture de Dimitri, parce qu'elle va même essayer d'apprendre le russe. Dans les années 40, elle est une étudiante très assidue de la langue russe. Et son mariage a quand même duré 20 ans. Elle a aidé son mari en décidant de le mettre au travail. Voilà, on arrête d'être étudiant. Elle le fait embaucher dans une boutique de luxe comme bottier. Donc en fait, elle lui donne pas forcément de l'argent directement, elle le fait travailler, elle lui fait apprendre un métier. Elle va être assez patiente avec lui, mais au bout de 20 années de passion et de tromperie, de disputes, de réconciliation, elle va demander le divorce pendant la Seconde Guerre mondiale en juin 1943 en toute discrétion. Il faut dire qu'à l'époque, elle a bientôt 67 ans et d'ailleurs, elle va l'obtenir, ce divorce, le 21 juin 1943, complètement lassée en fait de Dimitri qui est encore jeune et qui n'est toujours pas fidèle. Et elle va obtenir son divorce d'ailleurs la veille de ses 67 ans puisqu'elle est née le 22 juin. Elle est née le 22 juin 1876. Et là, donc à 67 ans, elle divorce. Mais elle garde des liens avec sa belle famille russe qui sont donc des militaires.
militaire. Et pour la petite histoire, Madeleine Vionnet est enterrée dans la région du Jura avec les membres de sa belle famille russe. Donc elle partage le caveau de famille avec des militaires russes, et elle est pas du tout donc rancunière vis-à-vis de cette belle famille avec qui elle a quand même des relations. Et elle va d'ailleurs, après ce divorce, même si elle a 67 ans et que au début elle pense sans doute qu'elle n'a peu de temps à vivre encore, elle va avoir de nombreuses années devant elle qui seront riches de succès, mais qui ne seront plus dans le domaine de la haute couture, puisque elle ferme sa maison en 1939 et ne la rouvrira pas. Mais elle va faire d'autres choses, elle va faire des rencontres artistiques et amicales, elle va également enseigner dans une école de mode. Ça, on va en reparler par la suite. En tout cas, au niveau des amours, voilà, elle a vécu des choses classiques, elle a vécu la passion, elle a vécu librement, et quand elle en a eu marre, elle a demandé à son mari le divorce, et ça s'est terminé, tout en gardant de bons termes. Alors je sais pas si elle a gardé de bons termes avec lui, en tout cas, elle a gardé des termes suffisamment courtois pour être enterrée, vous voyez, avec eux. Donc dans le Jura, si vous voyez la photo de sa tombe, c'est pas la chose la plus drôle, mais en tout cas, si vous passez dans le coin, vous pouvez voir la tombe de Madeleine Vionnet, et vous avez maintenant l'explication pourquoi il y a des noms russes avec le nom de cette créatrice. Alors justement, je vous parlais de succès, on va voir qu'avec le succès, vous savez, arrive ce qu'on appelle les ennuis, c'est-à-dire des gens qui vont faire tout ce que vous faites. Nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux et des algorithmes, vous savez que dès qu'on regarde une vidéo sur un sujet, on me propose la même chose, et on essaie de me mettre dans une sorte de moule et de standardisation. Dès qu'on a une vidéo qui marche bien, vous avez d'autres personnes qui vont essayer de faire la même chose que vous. Et bien, à l'époque, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que les robes de Madeleine Vionnet marchaient bien, donc il y avait des petits malins qui voulaient surfer sur la vague de son propre succès, et très vite elle s'est intéressée à la propriété intellectuelle pour défendre ses droits, et elle s'est aussi intéressée à la direction artistique pour créer une image de marque, ce qui était complètement innovateur à l'époque. Maintenant on est habitué au visuel, on est habitué à voir beaucoup de choses lorsqu'on parle d'une marque, par exemple Chanel, moi je pense au noir et au blanc, la typographie de Cartier, vous voyez, on voit tout de suite comment le nom Cartier est écrit. Il y a Louis Vuitton, on pense au monogramme, et on pense aussi aux couleurs marron des sacs et des malles. Mais à l'époque, mettre en avant Hermès aussi, regardez le sac orange Hermès, le sac en papier orange Hermès. Pour moi, quand je pense à Hermès, je ne sais pas pourquoi je pense à ce genre de sac, ou alors je pense aussi au parfum, mais je ne sais pas pourquoi je pense à la couleur orange lorsque je pense à Hermès. Et donc, en tout cas, on a maintenant une sorte de réflexe de penser en fait à des éléments, à des images de marque, à des éléments visuels lorsqu'on pense à une marque. Mais à l'époque, les maisons de couture n'avaient pas forcément de logo et ne faisaient pas forcément de communication comme elles en font maintenant. Et Madeleine Vionnet a été une précurseur. Alors au niveau de la protection et de la propriété intellectuelle, dès 1919, elle s'est intéressée à la manière de protéger son travail et de se prémunir de la contrefaçon, donc des petits malins qui voulaient copier ses robes. Alors c'est un fléau pour la haute couture. Il faut savoir que la haute couture, c'est un secteur économique qui fait rêver, qui va générer de grands revenus, mais c'est en quelque sorte un colosse au pied d'argile, parce que maintenant, certes, beaucoup de parfums, beaucoup de produits, beaucoup de communications modernes permettent de vendre et de promouvoir la haute couture, mais à l'époque où Madeleine Vionnet commençait, il y avait de nombreuses ouvertures, mais aussi de nombreuses fermetures, et il y a eu des échecs assez cuisants. Je vais prendre l'exemple de Paul Poiret, qui pour les Américains est quand même the king of fashion, qui a connu énormément de succès. Il a quand même fini comme un clochard, ruiné, abandonné de tous, sans amis, sans argent. Il s'est tourné vers la peinture. Il vivait ensuite dans une chambre de bonne, mais vous avez Georges Simenon qui l'avait aperçu dormant dans un grand manteau de toile qu'il avait gardé du temps où il était encore riche, et il dormait sur un banc à Paris.
L'histoire de la mode, elle est émaillée d'échecs complètement cuisants et de choses assez violentes. Moi, je dis toujours, heureusement que Yves Saint Laurent a rencontré Pierre Berger. Vous avez des gens qui sont en fait des créateurs, qui ont leurs émotions, qui ont leurs sentiments, et il faut aussi avoir ce côté chef d'entreprise et savoir aussi se défendre, et donc savoir bien s'entourer. Comme c'est une industrie, et comme toute industrie, il faut être bien entouré pour réussir, parce que aussi bien vos amis que vos ennemis, concurrents ou personnes qui veulent faire le même métier que vous, ces gens-là peuvent consciemment ou inconsciemment vous tirer vers le fond et ne pas vous aider à progresser. Donc l'histoire de la mode, beaucoup d'échecs, des revers de fortune, des fermetures de maisons pour raisons financières ou liées à la personnalité du créateur. La haute couture, c'est pas un long fleuve tranquille. Et si on ne se protège pas, c'est impossible de perdurer sereinement. Il faut aussi bien se protéger personnellement que protéger la marque. Et nous sommes en 1919, après la Première Guerre mondiale. La mondialisation et les grands groupes de luxe, ça n'existe pas encore, mais les grands couturiers sont dépendants de leurs clients, donc de leur réputation. Ils subissent les aléas historiques. Il va quand même y avoir 2 guerres au début du XXe siècle, avec donc pénurie de tissus, pas d'acheteurs, difficultés pour les exports, les imports. Et puis on va voir que la transmission d'une génération à une autre, d'une entreprise familiale, des fois il y a de la casse ou c'est pas possible. Par exemple, Madeleine Vionnet, elle n'avait pas d'enfant, donc il aurait fallu qu'elle choisisse une héritière parmi les personnes qu'elle a formées. Et assurer l'avenir d'une marque, en fait, c'est difficile. Et donc, les pionniers de la mode, donc au début du XXe siècle, ils vont développer petit à petit une idée de marque, des choses pour se protéger et structurer un secteur qui est complètement nouveau. Un secteur d'avant-garde en quelque sorte. Donc la haute couture, c'est du travail, c'est une industrie qui n'a rien à voir forcément avec les paillettes. Et bien sûr, ça génère des paillettes, ça génère des personnes qui sont intéressées. Mais en fait, il faut s'occuper de la communication et de la pérennité. Et donc justement, puisqu'on parle de communication, je profite de ce petit passage pour vous rappeler que pour soutenir notre chaîne, il faudrait vous abonner ou au minimum liker la vidéo, parce que ça m'aide à ce qu'elle soit mise en valeur par l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup, et puis vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Alors Madeleine Vionnet va participer à créer la propriété intellectuelle sur ses propres créations, et elle va développer une véritable image de marque et sa communication visuelle grâce à ses collaborations artistiques avec des directeurs artistiques de renom, dont le plus original est Tayat, dont je vous ai déjà parlé. On va consacrer une partie là juste après à celui-ci. Si vous voulez aller directement sur la partie concernant Tayat, regardez les chapitres de cette vidéo. Alors, lui, il avait pour charge notamment d'aider Madeleine à créer une sorte de base de données. Le projet de Madeleine était de documenter toutes les robes, créant ainsi une base de données. Et alors, il documentait même les étiquettes. C'est simple, il prenait les mannequins portant les modèles de Madeleine en photo, avec le numéro du modèle, avec également les caractéristiques du modèle, et il référençait ces modèles afin de bien prouver que c'était eux qui avaient créé en fait ce modèle. Alors Tayat va faire bien davantage, mais on va passer à lui après. D'ailleurs, on va se concentrer maintenant sur la propriété intellectuelle. Madeleine s'inscrit dans la lutte contre la contrefaçon, comme je vous l'ai dit, bien avant la démarche actuelle des marques de luxe. Et c'est en 1923 qu'avec les grands couturiers Paul Poiret, Worth et Jeanne Lanvin, elle va créer l'Association pour la défense des arts plastiques et appliqués. Et cette association, elle est dédiée à la lutte contre la contrefaçon des créations de haute couture. L'objectif, c'est de préserver les fruits de son travail, et elle va accompagner cette activité, d'un développement de la communication visuelle de sa maison. En compagnie de son directeur artistique, Tayat, elle va notamment créer le logo de la Maison Vionnet, et ce logo, il est inspiré de l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Et très vite, l'identité visuelle de la Maison Vionnet va être reconnaissable
stable, forte visuellement. Et le but, c'est de créer une cohérence commerciale. C'est-à-dire, on a des robes, un produit qui répond à certaines visions, à certaines techniques. Et donc, il faut que tout ce qui est visuel autour soit en relation avec ce vêtement. On est habitué de nos jours à cet impact du visuel, au logo, mais à l'époque, c'était hyper rare. Comme je vous ai dit, les maisons n'avaient pas de logo. Il n'y avait pas de démarche non plus pour répertorier leurs produits. Donc, Madeleine Vionnet, elle innove en faisant ça. Et bien avant l'ère de l'informatique et sans aucune intelligence artificielle, elle était capable de lister toutes ses créations, de les organiser de manière à les retrouver dans une sorte de base de données, et elle était capable de prouver qu'elle en était l'auteur. De nos jours, on appelle ça des chefs de projet, on demande à un informaticien de faire ça. Je rappelle que ce travail de documentation était fait, même moi quand j'étais plus jeune, parce qu'on appelait une documentaliste d'entreprise. Et moi, j'ai été formée aux arts et métiers sur ce métier, et je me rappelle que c'est un métier extrêmement féminin. Et aujourd'hui, on voit des entreprises de la tech qui nous proposent des CMS, des déploiements, des choses, alors qu'à l'époque, c'était fait maison, c'était des choses vraiment de qualité, un peu comme une robe de haute couture. Et bien sûr, il y avait un travail avec les informaticiens, mais les personnes qui avaient besoin de cet outil participaient activement à développer cet outil afin qu'il leur réponde concrètement à leurs besoins. C'est ce que fait d'ailleurs Madeleine. Si elle se met dans ce projet, c'est parce qu'elle a aussi besoin d'être autonome. Si un jour elle a besoin toute seule de prouver que c'est elle qui a fait cette robe, eh bien, il lui faut cet outil. Alors, également, puisqu'elle est à l'époque donc en pleine gloire, il faut savoir qu'elle a, je vous avais dit, travaillé avec des gens importants, notamment Ferdinand Chanune, notamment Ferdinand de Feur, et elle va aussi à cette période, elle documente tout, donc y compris les accessoires, les sacs à main, les boucles, les broches, tout pour prouver qu'en fait c'est elle qui a bien créé, et elle n'hésite pas bien sûr à rendre hommage avec les personnes à qui à référencer les personnes avec qui elle a travaillé. À cette époque, elle travaillait avec un spécialiste de la laque et des métaux qui s'appelle Jean Dunant. Jean Dunant était une sommité dans son domaine, et elle fait appel à divers architectes d'intérieur, par exemple André Marre, qui était un spécialiste du camouflage pour l'armée française, et elle fait appel à lui. Elle n'hésite pas à les citer, mais quand elle est vraiment l'auteur d'un modèle, elle tient à le faire savoir, et elle ne veut pas que les gens copient. Et tous ces gens-là travaillent plutôt avec elle tout ce qui est autour de la communication, de la décoration de son atelier, de l'endroit où elle reçoit les clientes. Mais les robes, c'est elle qui les supervise et qui les crée. Mais elle a une grande collaboration avec ce fameux Taillat, dont enfin, depuis le temps que je vous en parle, on va parler en détail de cet artiste qui est tombé dans l'oubli de nos jours et qui pourtant fut une personne très intéressante. J'ai appelé Taillat l'italien génial, alors qu'il n'est pas complètement italien, même s'il est né en Italie, et même s'il a fait une grande partie de sa carrière en Italie. Alors, il faudrait dédier tout un podcast à Taillat. C'est un artiste touche à tout qui a créé le logo de la Maison Vionnet, toute la communication graphique au début des années 20. Il a aussi créé quelques motifs textiles à cette occasion, et il a eu une vie qui a été en fait remplie également sur les expérimentations, ce qui explique le fait qu'il soit ami avec Madeleine en fait. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était le futurisme, la mode, le design, et à la fin de sa vie, toujours aussi original ou perché diront certains, il a créé une organisation pour observer les ovnis. En même temps, il faut savoir que c'est un homme qui a étudié à l'université d'Harvard et qui a gagné de nombreuses récompenses pour ses innovations. Il avait un frère qui s'appelait Ram. Alors maintenant, je cherchais des informations sur Ram, on me parle de la mémoire informatique, alors qu'en fait, c'était le pseudo de son frère, donc Ram, R-A-M. Et avec son frère, il a lancé un manifeste pour la mode masculine, et il a inventé un costume qui a eu énormément de succès auprès de la bourgeoisie florentine et aussi d'autres personnes de l'époque. Et ce costume s'appelait Tuta. Alors, bon nombre des inventions de Taillat avaient des lettres en commun avec son nom d'artiste qu'il s'était choisi. Et ce nom d'artiste, on va revenir dessus parce que c'est un palindrome. On peut le lire de gauche à droite et inversement, de droite à gauche. Et également, si je le mets dans un reflet, dans une vitre, on voit également écrit Taillat. Alors, il est né à Florence, il travaillait majoritairement en Italie, mais comme je vous ai dit, il n'était pas italien, il avait des origines européennes, notamment suisses et américaines. Il a inventé une matière, donc le nom de sa matière, c'est la
tahitite et malheureusement, malgré sa grande créativité, on ne parle plus trop de lui et je me suis demandé si c'était sa participation lors de l'Italie fasciste du temps de Mussolini, puisqu'il a créé des choses pour ce régime. Est-ce qu'il avait été puni entre guillemets et effacé? Je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer l'oubli dans lequel il est retombé parce qu'il était polyvalent et s'intéressait à la peinture, à la sculpture, au graphisme, à la mode, à la joaillerie. C'était aussi un penseur qui faisait des manifestes. Il défendait l'art comme une discipline totale et lui, sa préférence, c'était les lignes géométriques et aussi la sobriété, comme Madeleine. Donc ils étaient sur la même longueur d'onde. Elle aimait le mouvement. Lui, il aimait aussi les lignes géométriques, mais pas qui soient strictes et sévères, mais qui subliment le mouvement. Et le mouvement était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Alors, je pense que toute cette démarche explique l'amitié qu'il a avec Madeleine. Et même lorsqu'ils ne travaillent plus ensemble, leur collaboration s'achève en décembre 1924, ils restent amis, puisque Tayat était aussi une personne libre. Il ne souhaitait pas se lier pour toujours avec quelqu'un et il était beaucoup trop libre pour s'attacher à une seule collaboration, mais ils sont restés amis. Pendant leur collaboration, il est devenu le graphiste de la Maison Vionnet. Il a fait toute la communication extérieure, les étiquettes, il a participé aux imprimés des tissus. Et il aimait particulièrement travailler avec la technique du pochoir. Et son objectif, c'était, à travers sa communication visuelle, de capter l'essence des robes de Madeleine Vionnet. Et il représentait vraiment ces robes de manière efficace, avec une économie de moyens, sobriété, vous voyez. Et il a aussi participé à créer des teintes pour les tissus. Donc c'est un artiste qui a vraiment forgé une identité visuelle originale qui correspondait à la vision de Madeleine Vionnet, qui explique pourquoi elles se sont bien entendues. Et encore une fois, puisque c'est un podcast qui n'est pas consacré à Tayat, mais à Madeleine Vionnet, moi, ce que je vois dans cette collaboration, c'est encore une fois, on voit qu'elle savait s'entourer aussi bien de personnes qui étaient reconnues que de personnes qui étaient plus des avant-gardes et originales. Et vraiment, je pense que savoir s'entourer, c'est une qualité primordiale dans la vie et c'est aussi une qualité primordiale pour un bon chef d'entreprise. Et voilà, il faut savoir même parfois plutôt rester seul que d'être mal accompagné parce que ça peut nous emmener dans une chute. Mais quand on a la possibilité d'être bien entouré, c'est merveilleux, comme a pu l'être Madeleine, qui avait fait preuve de discernement. Et ça va nous permettre de nous parler des amitiés de Madeleine Vionnet. Vous allez voir qu'ils sont des amitiés à la fois classiques, vu son milieu, et en même temps extrêmement originales. C'était un esprit libre, une personne qui avait envie d'expérimenter, qui s'intéressait à beaucoup de choses et pas seulement à la haute couture. Donc je vous ai parlé de l'art. Et par conséquent, elle a, même dans sa vie privée, elle avait des choses qui étaient en accord avec ce qu'elle pensait et ce qu'elle défendait. Les amitiés de Madeleine Vionnet sont très disparates et pour elle, il faut savoir que la sororité, c'est important. C'est une femme qui a aidé par les femmes et qui va aussi aider les femmes. Alors, les femmes ont joué un rôle très important pour Madeleine. On avait parlé de Marie Reilly au début de ce podcast, Marie Reilly qui l'avait accueillie dans son atelier de Londres, des sœurs Callot, également de Germaine Lila qui l'avait aidé à financer sa première maison. Madeleine, elle a su donner, elle a su recevoir et elle a, à son niveau personnel, transmis à ses employés son savoir-faire. Et elle a essayé de veiller à leur bien-être, au point de, comme je vous ai dit, de créer des crèches pour ses salariés. On se rappelle également qu'elle admirait énormément Isadora Duncan, et on sait qu'elle était une féministe avant l'heure. Et après la fermeture de sa maison de couture en 1939, elle va continuer à développer ses amitiés, même si elle va se retirer progressivement du milieu et être donc dans, je veux dire, un anonymat, et elle n'est plus dans la vie publique, elle ne va donc plus à des soirées mondaines. Néanmoins, elle garde des amitiés et on sait elle fait du jardinage dans sa maison de Suresnes, mais une de ses activités favorites, c'est d'avoir une correspondance avec ses anciens employés, tout simplement, aussi bien des anciens employés qui vont créer des entreprises ou des anciens employés qui continuent leur vie professionnelle. Et parmi les gens connus avec qui elle garde quand même un lien, avec qui elle a une correspondance suivie, eh bien c'est Liane de Pougy, qui est une ancienne courtisane, donc c'est-à-dire prostituée de luxe, de la belle époque, qui
a en fait ensuite été religieuse sous le nom de Sœur Anne-Marie de la Pénitence et qui a eu aussi un parcours assez étonnant. Là aussi, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont fait des podcasts sur Liane de Pougy, mais ça mériterait effectivement d'en savoir un peu plus sur cette personne. En tout cas, c'est une grande amie de Madeleine et elles s'écrivent régulièrement. Et toutes les deux, elles ont ensemble une longue correspondance. Je pense que vraiment, ça doit valoir le coup de publier ces lettres, de les lire. Je n'ai pas eu cette opportunité, mais j'aimerais bien. Et on sait que dans cette correspondance, Madeleine parlait de jardinage et de son quotidien. Et pareil, donc sœur Anne, Marie de la Pénitence, anciennement Liane de Pougy, pareil, elles échangeaient toutes les deux des considérations sur l'existence. Elles parlaient de leur quotidien. Il faut savoir aussi que Madeleine, elle était amie avec des écrivaines assez libres comme Colette. Et je vous ai parlé de ses anciennes collaboratrices. Eh bien, vous avez 2 anciennes collaboratrices qui étaient Madeleine Maltezos et Suzanne Carpentier, qui ont créé une maison de couture importante dans l'histoire de la mode qui s'appelle la maison Mad Carpentier. Et Madeleine a soutenu et a conseillé ces personnes, gentiment, même si elles avaient énormément de talent et étaient capables d'être autonomes. Et on peut dire que les femmes, elles ne se sont pas trompées, aussi bien les actrices que les particulières, que les anonymes, parce qu'elles ont toujours aimé les créations de Madeleine Vionnet, parce qu'elles ont compris que le but de Madeleine Vionnet, c'était de valoriser la femme, de la libérer, de la sublimer, et de quelque part lui dire « suis ton propre chemin, sois toi-même ». Et c'était quelque chose vraiment donc d'avant-garde, quelque chose de féministe avant l'heure. Et même avec ses amitiés, vous voyez, elle a choisi d'avoir donc des amis du domaine de la haute couture, mais aussi des amis donc maintenant religieux, donc avec Liane de Pougy, et elle se fiche du camp dira-t-on. Elle est amie aussi avec des gens, vous savez, Colette maintenant, elle est étudiée à l'école, elle est comme une sorte d'institution, mais à l'époque, Colette avait une mauvaise réputation parce que à l'époque, dès qu'une femme était un peu autonome et faisait ce qu'elle avait envie de faire, c'était mal jugé. Alors je dis à l'époque, je sais pas si ça a vraiment changé de nos jours, donc, mais en tout cas voilà, à l'époque, Colette n'avait pas cette aura vraiment académique, elle était vraiment considérée comme une femme qui vivait librement, une femme scandaleuse. Et bien néanmoins, Madeleine Vionnet, qui était une personne très libre dans sa vie, en avait fait son amie. Nous approchons de la fin du podcast, mais on a encore des choses à dire, notamment parce que nous sommes arrivés donc dans notre chronologie au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui va coïncider avec la fermeture de la maison de Madeleine, et on va parler de ce qui va se passer après. Madeleine va fermer sa maison définitivement dès le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939 pour ne pas la rouvrir. Comme je vous ai dit, elle voit pas l'intérêt de continuer quand il y a des pénuries de tissus, quand il y a des pénuries de nourriture. Elle voit pas vraiment l'importance de porter à bout de bras une maison de couture, alors que le monde sombre dans le chaos une seconde fois. Il faut dire qu'à l'époque, elle a 63 ans, elle va confier à des proches qu'elle est fatiguée, elle pense que le moment est venu de se retirer pour profiter un peu de sa vie, et elle pensait peut-être mourir dans peu de temps. Elle savait pas qu'elle allait vivre jusqu'en 1975 et qu'elle allait mourir à 98 ans, lorsque, en fait, elle avait quasiment traversé le siècle, ce qui est assez rare dans les années 70. Et quand elle ferme sa maison de couture, elle va se retirer à Suresnes, une ville de banlieue où d'ailleurs le grand couturier Worth avait aussi une résidence. Et dans sa maison, elle fait du jardinage, elle écrit beaucoup à ses amis, elle vit sa vie. Et les premières années, lorsque la guerre est finie, elle donnera des cours à l'école de mode de la rue Saint-Roch. Mais en fait, vous voyez, elle voulait enseigner. Sur la fin de sa vie, elle va réaliser son rêve. Mais comme je vous ai dit, progressivement, elle va se retirer de la vie publique. Elle a divorcé donc en 1943, en toute discrétion. Elle redevient anonyme. Et le public va finir par l'oublier. Ensuite, c'est la libération. Donc, c'est vrai qu'on pense à beaucoup d'autres choses. Et les grands couturiers qui vont se rappeler d'elle, vous allez avoir Balenciaga, qui disait être un grand admirateur de son travail. Et dans les années 70, vous avez un grand couturier comme Ossie Clark qui se disait inspiré par elle. Et à l'origine de ce podcast, c'est que je cherchais des informations sur Ossie Clark et c'est comme ça que j'ai découvert Madeleine Vionnet et que j'ai eu envie d'en savoir plus et de faire ce podcast. Voilà. Alors,
Est-ce qu'elle finit, est-ce que c'est parce qu'elle vient de banlieue, qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle a quand même ce côté libre qu'elle m'a intéressée? Bien sûr, forcément. Moi, je l'ai toujours trouvée sympathique et inspirante, bien que ce soit une femme d'une autre époque. Et j'ai tout de suite eu envie d'en savoir sur elle et sur son travail. En tout cas, comme je vous ai dit, quand arrive la guerre, elle décide de fermer son atelier pour mettre fin à son aventure et elle met fin parce que c'est un peu comme quelqu'un qui part à la retraite, qui a bien travaillé et qui maintenant passe à autre chose sans remords ni regrets. Pour la fin de ce podcast, je vais parler des caractéristiques des créations de Madeleine Vionnet en bref. Je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent jamais les podcasts, qui regardent juste les chapitres et qui vont juste au récapitulatif. Alors voici en quelques points ce qui va caractériser vraiment Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet a perfectionné la coupe en biais qui est devenue sa marque de fabrique et elle a mis ses créations et la coupe en biais au service du mouvement et de la sensualité. Elle a étudié attentivement la technique du drapé, elle a cherché à marier l'élégance avec le corps en mouvement. On peut dire que les créations de Madeleine Vionnet intègrent des tissus fluides qui épousent la forme du corps. On peut dire qu'elle cherche à créer une harmonie dynamique à travers ses expérimentations, notamment sur les plis, les ondulations du tissu, sa réaction à la lumière, le comportement du tissu une fois porté par la propriétaire du vêtement. On peut dire aussi que l'inspiration hellénique est très présente avec des références sur les techniques grecques, notamment au niveau des motifs, des proportions, dans la recherche de la symétrie et de l'équilibre. On peut dire que les imprimés floraux et géométriques de ses créations sont en lien direct avec l'art déco, qu'elle a été fortement influencée par l'art moderne, qu'elle a déposé ses créations au titre de la propriété intellectuelle à une époque où ça ne se faisait pas et qu'elle a développé une image de marque ainsi qu'un management éthique complètement pionnier. On peut dire aussi qu'elle ne créait pas à partir d'un croquis, mais directement sur le corps des mannequins et sur des petits mannequins en bois avant d'expérimenter sur le corps des mannequins. Ça, c'était dans la deuxième partie de sa vie où elle avait plus de moyens donc pour commencer à travailler sur les petits mannequins de bois. Et si on devait donner des mots-clés pour parler de Madeleine Vionnet, on parlerait de fluidité, de structure, de mouvement, de rythme, d'élégance, de libération et de bien sûr plein d'autres mots, mais comme c'est synthétique, j'ai choisi uniquement quelques mots-clés. Résister à l'adversité, c'était pour elle très important. Et si on devait tirer une leçon philosophique de son existence, on va constater qu'à chaque moment difficile, elle a su se montrer courageuse, résiliente. Notamment, elle a connu très jeune un drame absolu, qui est la perte d'un enfant. Et au final, elle a choisi de faire comme on dit en anglais, faire de la limonade avec des citrons, c'est-à-dire elle a choisi de quelque chose de vraiment horrible et de négatif, elle a choisi de vivre comme elle voulait, de partir en Angleterre où elle a rencontré des gens, où elle a appris beaucoup de choses. Elle a défendu un idéal de liberté et elle a transcrit dans la matière, dans ses créations, dans ses robes, sa philosophie et ce qu'elle pensait. Donc elle a été, j'ai envie de dire, vraiment comme en accord avec ce qu'elle souhaitait, hein. Elle a vécu comme elle l'avait prôné. Liberté, légèreté du vêtement qui accompagne intimement le corps d'un être humain vivant, c'est un petit peu ce qui va caractériser à la fois ses créations, mais également sa vie, parce que si on analyse la fin de son existence, on remarque qu'elle a finalement fait tout ce qu'elle avait envie de faire, elle a réalisé son rêve d'enfant, hein, avec du temps, de la ténacité et de la persévérance, elle a fini par être enseignante. Elle a enseigné à des étudiants en mode, et puis elle a réussi à construire au niveau financier une vie agréable. Elle n'avait pas de problème financier, elle a réussi à dégager de l'argent, ce qui n'était pas évident. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de créateurs de mode de cette époque ont fini ruinés, et elle a transmis sa vision des choses, elle qui était aussi une pédagogue. Et puis une dernière chose, c'est qu'elle ne voulait pas mourir centenaire. Elle est décédée à 98 ans, et moi je vois ça comme un pied de nez, c'est-à-dire elle disait que son docteur était très fier en disant qu'elle allait être sa centenaire, et elle ne voulait pas, elle disait toujours il y a un temps pour tout quelque part, c'est-à-dire elle avait bien vécu et elle en avait marre, et elle trouvait que aller jusqu'à 100 ans c'était un petit peu trop. Voilà, elle a fait un pied de nez, elle est morte à 98 ans. J'ai envie de dire qu'elle est libre jusqu'au bout de ses mouvements, et c'est une femme qui a toujours choisi sa sortie aussi bien personnellement que professionnellement.
C'est-à-dire elle choisit, lorsque c'est, la guerre, de fermer, sa maison. Quand, la paix revient, elle choisit de la rouvrir. Là, elle n'avait pas envie, de vivre jusqu'à 100 ans, eh bien, elle a pris tout le monde de court. Ça n'empêche pas, que même si Madeleine Vionnet est décédée en 1975, donc ça fait 51 ans maintenant, ça n'empêche pas qu'on a envie, toujours maintenant, de rêver devant ses créations et qu'on doit reconnaître son grand talent. Alors, on dit, ce proverbe en français: «Autre temps, autre mœurs», mais moi je crois que le talent ne disparaît jamais éternellement et que, même si elle est tombée dans l'oubli volontaire, parce que c'est elle qui a choisi, de se retirer, elle a toujours, inspiré, les professionnels de la mode et je pense également que, le grand public, la découvre progressivement parce qu'on parle beaucoup d'elle aussi, beaucoup de références. Il y a eu, notamment une collection, sur la mode où ils ont consacré un volume complet à Madeleine Vionnet. Vous avez des grands, créateurs comme Asdin Alaya, qui ont parlé d'elle aussi. Voilà, je pense pas qu'on puisse, complètement l'oublier et puis quand vous étudiez, la mode, hein, les étudiants en mode bien sûr, connaissent, Madeleine Vionnet et je pense que en plus, pour parler du fait que le talent ne disparaît jamais, il y a eu une tentative de relancer donc la maison. Sachant bien sûr que ça ne peut pas être la même chose. Je ne sais pas où ils en sont, actuellement. Je vous avoue que je me suis intéressée à la femme et à son parcours et pas à la marque, actuellement. Donc voilà, si quelqu'un, veut s'y intéresser, à la marque actuellement, ça peut compléter ce podcast. Moi, je m'intéresse plutôt à Madeleine en elle-même, à ce qu'elle a partagé, à son époque, à ses créations et j'ai été vraiment ravie, de faire des recherches et de lire des choses sur elle et de voir des images et d'essayer d'imaginer un peu comment devait penser, cette femme parce que je la trouve, très inspirante. Elle donne beaucoup de courage et notamment, quand elle disait: «Voilà, il faut aussi, se bouger, il faut aussi, ne pas, trop s'écouter, il faut se connaître, il faut y aller». Je trouve que c'est, vraiment motivant, vous voyez? Ça montre qu'on peut faire de merveilleuses choses quand on ne cède ni au désespoir, ni à la facilité et j'ai envie de dire, pour moi, dans une époque où, on cherche toujours à nous donner des solutions technologiques clés en main, je suis ravie de parler de quelqu'un qui justement, n'a pas subi la technologie, mais a créé des choses avec, les moyens de son époque et elle a créé des choses relativement personnelles et je crois que cet esprit critique, cet esprit de créativité, c'est quelque chose que l'on doit cultiver. On dit comme cultiver son jardin, comme le faisait Madeleine Vionnet à la fin de sa vie et sur ces bons mots, je vais vous laisser et j'espère que ce podcast vous aura plu et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres portraits. Nous sommes une chaîne pour apprendre le français, donc ce n'est pas ma priorité et je fais les choses moi aussi en fonction de mes goûts personnels. Donc je ne peux pas vous dire quelle sera la prochaine vidéo. Peut-être que je parlerai d'un créateur de mode ou pas. En tout cas, notre chaîne s'appelle French Discoveries Magazine. Nous avons un site internet dans lequel on essaie de vous faire découvrir des choses et on essaie d'être non pas à contre-courant pour être à contre-courant, mais d'ouvrir un petit peu aussi le regard et de ne pas enfermer dans une case. N'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.